Donc, bienvenue à cet autre laboratoire DNF 135. On va regarder premièrement les différentes solutions des exercices du cours de cette semaine. Et ensuite, on va aller regarder le premier travail pratique qu'on a à faire de la session. Donc, dans les exercices, on a vu les fonctions cette semaine, il y a 5 jours. Donc, on avait une première question qui demandait d'écrire une fonction qui va trouver l'aire d'un triangle à partir de sa base et sa hauteur. Donc, quand on travaille avec les fonctions, le principe, c'est d'aller chercher il y a deux éléments qu'on va aller travailler avec. Les paramètres d'entrée, donc les informations primordiales que la fonction a besoin pour être capable de calculer, pour être capable de trouver une réponse, et les retours, donc les réponses qu'on veut calculer avec les fonctions. Les fonctions, c'est des blocs de code qui vont faire une tâche simple et précise. Donc, on voulait une fonction qui calcule l'aire d'un triangle. Un autre petit rappel, quand on travaille avec les fonctions, il n'y aura pas de saisie à l'intérieur, il n'y aura pas d'affichage, donc pas d'input, pas de fprintf à l'intérieur de la fonction. Le but de la fonction, c'est de faire une seule petite chose. Donc, comment est-ce que ça va, à quoi ça va ressembler cette affaire-là? Donc, on a le mot function. Quand on a un retour, le retour va être immédiatement après le mot function. Donc ici, on se crée une variable, on dit qu'il va y avoir une variable qui va s'appeler r, et dans cette variable-là, à la fin de mon programme, il va y avoir le résultat de ma fonction. Ensuite, je mets ça entre crochet carré, j'ai ensuite un égal, donc ça c'est la syntaxe de base, on est obligé de faire ça. On a ensuite le nom de la fonction. Le nom de la fonction, il faut que ça ait le même nom que le nom du fichier dans MATLAB. Puis finalement, entre parenthèses, on va avoir les différents paramètres d'entrée, dans ce cas-ci, la base et la hauteur. On a ici l'entête de la fonction, ou ce qu'on appelle la signature de la fonction qui est établie. On a ensuite l'entête de la fonction. Donc, il y a minimalement une description, une liste des paramètres d'entrée, une liste des retours. Moi, souvent, je vais rajouter des exemples. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais souvent, moi, j'aime bien vous démontrer comment la fonction peut être utilisée. Après ça, on va faire le calcul lui-même. Donc, on va utiliser les paramètres d'entrée en sachant qu'il va y avoir des variables qui vont être assignées à ces paramètres-là. Donc, la base et la hauteur sont multipliées, divisées en deux. Donc, c'est comme ça qu'on calcule l'aire d'un triangle. Puis, on assigne ça dans la variable qui est notre variable de retour. Ici aussi, une autre affaire qu'il faut faire attention, c'est quand je veux exécuter ça. Je ne peux pas juste cliquer sur Run. Puisque c'est une fonction avec des paramètres d'entrée, le principe, c'est que quand je clique sur Run, ça ne peut pas fonctionner directement parce qu'il y a besoin de la base et de la hauteur. Donc, ça génère une erreur. Ça me dit Not enough input argument. Si je veux l'essayer moi-même, je peux utiliser, puis je peux voir ici dans les exemples, c'est pour ça qu'on met les doubles petits plus grand que, c'est pour démontrer l'invite de commande. Je peux moi-même aller écrire le nom de la fonction, puis à l'intérieur, aller insérer les valeurs que je veux utiliser dans l'appel. Puis là, quand je vais cliquer sur Enter, ça va invoquer la fonction, puis ça va me retourner le résultat de la dite fonction. On a une deuxième fonction à faire, qui était une fonction qui va déterminer si le nombre est impair. Donc, encore une fois, quand on arrive à une fonction, il faut toujours se demander c'est quoi le paramètre d'entrée, c'est quoi la sortie. Donc, dans ce cas-ci, on veut déterminer si un nombre est impair. Donc, je me demande, est-ce que j'ai besoin d'informations pour être capable de répondre à cette question-là? Oui, j'ai besoin d'un nombre. Puis, est-ce que j'ai besoin d'un retour? Ben oui, parce qu'on veut trouver si le nombre est impair. Puis là, il faut que je pense, ça va être quoi le type du retour? Ça va être quoi le retour typique de cette affaire-là? Fait que si je te demande est-ce que c'est un nombre est impair ou pas, si je te demande est-ce que 7 c'est impair, tu peux me répondre oui ou non. Dans ce cas-là, quand c'est binaire, quand c'est un vrai ou un faux, là, on voit que ça va être en fait un type logical qui va sortir de cette fonction-là. Donc, pour cette fonction-là, ça va être une fonction qui reçoit un nombre et qui va retourner une valeur logique, vraie ou fausse. On avait vu que pour trouver si un nombre est impair, on peut utiliser le modulo 2. Donc, on avait vu ces petits trucs-là quand on avait utilisé le modulo.
Donc, on a notre fonction qui reçoit un nombre, qui retourne le impair. Puis ici, on peut voir qu'on le dit, là, ça retourne un logical, si c'est vrai ou pas. Fait que ici, on a la réponse. Là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus flyé que peut-être vous auriez pu penser. Si vous avez utilisé une conditionnelle, totalement légitime, tout va bien, ok, c'est pas une mauvaise chose, mais souvent les réponses que je vous donne vont vous donner des manières alternatives ou des trucs d'efficacité, ok, ou de logique différents de ce que vous auriez pu penser. Donc dans ce cas-ci, encore une fois, le principe c'est d'avoir une variable de retour, on l'a appelée impair, puis dans impair, on va vouloir sauvegarder de l'information qui va me dire true ou false, dépendamment de est-ce que ça c'est un nombre impair ou pas. Fait qu'on avait dit que pour trouver si un nombre est impair, il fallait qu'on trouve le modulo 2 du nombre. Donc cette partie-là, on peut la comprendre, on veut trouver est-ce que le nombre est impair. Si il est impair, c'est que ça donne 1. S'il n'est pas impair, c'est que ça donne 0. Mais là, avec cette valeur-là, je veux avoir une valeur qui est logique, un true ou un false. Puis les valeurs logiques, on peut les générer avec des comparaisons. Fait qu'ici, on veut détecter quand est-ce que la valeur va être impaire. La valeur va être impaire quand ça me donne 1. Donc ici, je peux faire une comparaison d'égalité, dire si le résultat de mon modulo 2, c'est égal à 1, ça ici, ça va devenir true. C'est ça qui va être mis dans impair, puis c'est ça qui va me dicter est-ce que c'est true ou false. Encore une fois, je ne peux pas directement cliquer sur Run parce que, encore une fois, la fonction a besoin d'un paramètre d'entrée. Si je veux l'essayer, je... Wouhou! Dois taper le nom de la fonction et moi-même insérer des paramètres à l'intérieur. Donc ici, ça me donne un 1 logique. Hein, donc 7 est effectivement impair. On continue. On a... Oui! D'avoir utilisé le if, c'est pas une problématique. D'utiliser le fprintf, c'en est une. Parce que le fprintf ne retourne rien. Tu ne vas pas pouvoir l'utiliser dans une autre fonction. Tu ne vas pas l'utiliser comme une fonction mathématique. Fait que ça fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Donc, faire attention, les fprintf puis les inputs, ça ne devrait pas exister à l'intérieur des fonctions, à moins que ça soit explicitement demandé dans la question sur la fonction. Nope. Parce que les fonctions ont leur propre environnement qui va être détruit. Il faut absolument que tu utilises la variable de retour. Alright. Exercice numéro 3. On avait un petit bout de code qui nous permettait de tester des choses. On va le réécrire ici. Oh, oh, oh. As-tu sauvegardé ou t'as fait ça? Copier ça pendant ce temps-là. Comment mettre la bande line? T'es capable. On va lui donner un petit coup de rafraîchissement. Ah ouais? C'est de la misère.
Et oui, pour celui-là, on n'en a pas besoin parce qu'on voulait tester le résultat de l'opération. Donc, le principe, c'est on avait ce programme-là de test, puis on avait une fonction qui était utilisée dans ce programme-là. Une fois qu'on utilisait la fonction, on voulait savoir c'était quoi le résultat des valeurs x, y, z, okay, de notre programme principal qui allait être affiché dans le fprintf. Fait que c'est la bonne réponse. Donc, ici, le principe, on va regarder comment ça se passe. Fait que, premièrement, pour voir qu'est-ce qui va donner là-dedans. On n'oublie pas que quand on travaille dans différents fichiers, il va y avoir des environnements qui sont complètement indépendants. Fait que quand je suis dans mon programme, mon script principal, ça va être son propre environnement. Puis quand je vais être dans ma fonction, ça va être son propre environnement. Fait que ici, quand je commence, okay, j'ai x est égal à 4, z est égal à 8, y est égal à 6. Ça, c'est très standard, il n'y a pas rien de spécial qui se passe là-dedans. Donc ensuite, on va juste mettre plus grand. On a une assignation de x. Puis après ça, on a une expression. Mais une expression, ça ne peut pas changer des valeurs. Même si j'y envoie des affaires, ça va juste être évalué. Ça ne peut jamais changer. Cette partie-là va rien changer. C'est cette assignation-là qui va changer x. Fait qu'en ce moment, dans ce programme-là, sans savoir même qu'est-ce qui se passe là-dedans, je peux immédiatement décréter que quand je vais faire le fprintf, le z et le y, ça va être y, ça va être 6, puis z, ça va être 8. OK? Donc, ça va être 6 et 8. C'est comme ça que ça va terminer. Là, ici, on commence avec x est égal à 4, mais on remplace la valeur de x par le résultat de cette fonction-là. Fait que ici, le x, je ne sais pas c'est quoi qu'il va avoir à l'intérieur. Fait que pour l'instant, il faut aller voir le résultat de la fonction pour être capable de savoir qu'est-ce qui va être assigné dans x. La première chose qu'il faut que je regarde, bon, j'ai un appel à une fonction, j'ai deux paramètres d'entrée. Bon, les deux paramètres d'entrée, ça va être y et x. Nous autres, on a vu que c'était des passages par valeur. Ça va envoyer la valeur. Ça n'envoie pas y et x. Ça envoie la valeur de y, puis ça envoie la valeur de x dans l'ordre donné. Fait que ça va envoyer en premier 6, puis ça va envoyer en deuxième 4. Fait que ça va envoyer 6 et 4. Fait ici, on va avoir 6, puis ici, on va avoir 4. Ici, on peut voir qu'il y avait un subterfuge possible. Hein, j'ai inversé les éléments, mais c'est l'ordre qui est important. Fait que c'est 6 et c'est 4. OK? Parce que le premier, c'était 6, le deuxième, c'était 4. Fait que on a un premier qui est à 6. Fait que ici, ça nous fait x plus 2 est égal à x. Fait que ça nous fait 6 plus 2. Hein? Ça nous donne 8. On a 8. Après ça, ça fait 4 moins 2. Ça nous donne 2. Puis après ça, ça nous donne 8 moins 4 plus 2. Ça nous donne 6, qui est notre retour. Fait que ce qui va sortir de là, c'est 6. Fait que quand on a fini notre appel de fonction, on revient où c'est qu'on l'a utilisé, on revient à notre appel. On a calculé que ça me donnait 6. Fait que dans la variable x, on va assigner 6 qui va remplacer le 4 qui était ici. Fait que on a maintenant notre élément final, OK, qui va représenter notre 668. Fait qu'ici, ça c'est pour bien tester notre compréhension des appels des différentes fonctions. Pardon? Attends, j'ai-tu mal calculé ici? Oui, t'as raison. C'est moi qui n'ai pas capable de faire des additions puis des soustractions de 2. Ici, ça me donne effectivement 8 à la fin dans les Z. Oui.
Mhm. Ici, qu'est-ce qui est important quand on utilise les fonctions? C'est l'ordre des paramètres. Ce que tu mets dans les paramètres, on s'en fout parce qu'on veut aller chercher les valeurs de toute façon. Ici, quand je fais l'appel de la fonction, hein, un appel, c'est quand j'utilise la fonction, j'envoie, ici j'ai marqué YX, mais c'est pas YX que j'envoie. C'est le contenu de Y puis le contenu de X. Le contenu de Y, c'est quoi? C'est 6. Le contenu de X, c'est quoi? C'est 8. Ce que j'envoie, c'est 6 en premier, 8 en deuxième. C'est comme ça que lui va l'interpréter. Quand il arrive ici, il dit c'est 6 en premier, 8 en deuxième. Le 6 va être assigné au X de la fonction, puis le 8 va être assigné au... le 4 va être assigné... excuse-moi, ici c'est 4. Ouais. Le 4 va être assigné au deuxième ici. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. Excellent. Puis, c'est important, là, ces genres de questions-là, parce que c'est justement une des mécaniques qui n'est pas facile à comprendre du premier coup. Là. OK? C'est pas inné, là, cette compréhension-là. C'est acquis. On va terminer avec les scripts de test. Ici, en fait, je vais le sortir de manière manuelle, parce que ça a l'air que MATLAB a de la misère aujourd'hui. Comme ça. Juste un petit instant, il faut que je me trouve quelque chose qui va l'afficher correctement. Super. On a ça qui va pouvoir nous afficher le code quand même. Fait qu'on nous demandait de faire des tests pour notre fonction de calcul d'air et de détection de nombres impairs. Fait que pour faire des tests, on voulait utiliser la fonction assert, hein, qui me permettait de faire des appels puis de le tester contre une valeur que moi je sais qui est la bonne. Donc pour notre calcul d'air triangle, on avait donc différents appels de air triangle, habituellement 3, 4, 5. OK? 3 à 5 appels, là, c'est habituellement le nombre de tests requis. Puis on disait, j'ai des valeurs que je sais c'est supposé être quoi. Donc moi, je peux les tester directement. On se souvient aussi que si on veut avoir quelque chose de plus interactif, hein, on peut faire un script de test qui va me permettre de faire des saisies à l'intérieur, utiliser ma fonction, puis après ça, utiliser des affichages pour la fonction. Même principe pour être impair, on voulait tester différentes valeurs, dans ce cas-ci des valeurs logiques. Donc on avait ces opportunités-là avec les tests et la fonction assert. Parfait. Fait que ça fait le tour des fonctions, en fait des exercices qu'on avait à faire durant la période de cours. Fait que on va passer à l'explication du premier travail pratique. Fait que, oui. Juste les valeurs de sortie. Effectivement, on va voir plus tard comment faire de la validation. Enfin, on va le voir dans le travail pratique, ça va être super. OK. Donc, premièrement, dans le travail pratique, il y a plusieurs documents sur le site qui vous sont déjà disponibles, avec lesquels vous allez devoir prendre connaissance pour vous assurer d'avoir un bon résultat dans le travail. Donc, dans la section générale, il y a 2 documents qui vont être importants. Le premier qui va être les normes de programmation. Donc, on en avait parlé au dernier cours. Les normes de programmation, en gros, c'est les règles de lisibilité qu'on va vouloir appliquer dans les travaux qui sont évalués. Donc, ici, on vous donne une série de règles, okay, qui vous dit c'est comment ça marche l'indentation, comment ça marche l'espacement, comment ça marche les commentaires, comment ça marche les règles des noms, okay, donc c'est quoi les bonnes pratiques, comment est-ce qu'on utilise les constantes. Donc,
tous ces éléments-là sont disponibles, puis il faut les suivre. Okay? Si vous ne suivez pas ces directives-là dans votre évaluation, vous allez perdre des points de lisibilité. Jusqu'à combien de points, me demandez-vous? Excellente question. Le deuxième document qui est disponible sur le site de cours, c'est la grille d'évaluation. Donc, la grille d'évaluation indique c'est quoi les différentes sections qui vont être évaluées, puis c'est combien de points chacune. Donc, le principe, c'est que la fonctionnalité du programme te donne tous tes points. Okay? C'est comme le plafond que tu peux avoir. À partir de là, tu peux seulement perdre des points si dans la lisibilité, tu n'as pas eu une assez bonne note. Si dans la documentation, tu n'as pas fait tous tes commentaires. Si en spécification, tu n'as pas réussi à le remettre sur Moodle ou des choses comme ça. Donc, vous avez différentes sections qui permettent de calculer votre note finale. Pour chacune des sections dans le document, il y a une description de qu'est-ce qu'on s'attend dans cette partie-là. Puis finalement, on a un calcul qui démontre comment c'est supposé donner. Il y a ces deux documents-là avec lesquels vous devez devenir familier. Ensuite, on arrive sur le travail pratique lui-même. Donc, dans la partie du travail pratique, on va avoir 3 activités. Donc, l'énoncé lui-même, le PDF qui nous explique qu'est-ce qu'on est supposé de faire. On va avoir une activité de choix de groupe. Donc, le travail pratique se fait en équipe de 2 à 3 personnes. C'est à vous de trouver des équipes si ce n'est pas déjà reconnu entre vous. Donc, si vous cherchez des coéquipiers, vous pouvez aller sur notre Discord. Donc, la majorité du monde se sont rendus. Si vous n'êtes pas dessus et que vous cherchez du monde, vous pouvez toujours me redemander le lien. À l'intérieur de notre channel TP1, on peut demander « Hey, moi je suis seul, j'aimerais savoir des coéquipiers ». On peut être jusqu'à 3 personnes. Une fois que vous avez trouvé une équipe, vous pouvez aller dans le choix de groupe et sélectionner une équipe à l'intérieur de ça. Vous avez un petit peu plus qu'une semaine pour faire votre choix d'équipe. Après ça, ça va être locked in, pour pas qu'il y ait de fourberie possible. Si à partir de là, vous avez oublié de faire votre équipe ou quoi que ce soit, juste m'envoyer un courriel. Moi, je vais pouvoir dealer avec ça de manière manuelle. Donc, ensuite, une fois que vous allez être en équipe, vous allez pouvoir faire une remise pour l'équipe. On va en jaser un petit peu plus tard dans les semaines qui s'en viennent quand on va être rendu là. On va regarder en premier l'énoncé. Donc, le principe d'un travail pratique, c'est d'appliquer toutes les connaissances qu'on a apprises jusqu'à présent sur un problème complexe pour être capable de bien assimiler toutes les différentes compétences qu'on a besoin dans le cours. Fait que, on a une problématique générale qui nous dit on a le besoin de trouver la journée de la semaine d'une date. Donc, j'ai un jour, j'ai un mois, j'ai une année. Puis, je veux savoir, c'était quel jour de la semaine? Est-ce que c'est un lundi? Est-ce que c'est un mardi? Est-ce que c'est un mercredi? Donc, on va s'écrire un programme qui va être capable de déterminer le jour de la semaine d'une date précise. Comment est-ce que ça fonctionne, les différents énoncés de travail? Donc, vous avez l'énoncé de travail que vous allez lire. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir 2 méthodes mathématiques différentes qui vont être utilisés pour trouver ces jours de la semaine-là. Puis ça va être à vous d'implémenter ces différents éléments-là. Pour être capable de le faire, on fait un programme complet. Fait que dans ce cas-ci, on va créer un paquet de fonctions. Certaines fonctions vont faire des saisies, certaines fonctions vont faire des affichages, mais beaucoup de fonctions vont être là pour calculer les différents besoins à l'intérieur de notre problème. Si j'ai un petit lag, on va attendre que ça reprenne. OK, on est bon. Fait que dans le travail pratique, il va y avoir l'énoncé de travail, il va y avoir les concepts. Donc ici, c'est juste l'explication de la problématique.
Donc, il va y avoir ici, mettons, on a 2 méthodes pour trouver le jour de la semaine. C'est une des formules mathématiques. Donc, faire attention de bien comprendre ces formules mathématiques-là. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc, on a ici 2 formules. Ça va être à vous d'implémenter ces formules-là en code. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de faire quelques exemples manuels, pour s'assurer que tout va bien par rapport à votre compréhension de l'algorithme de calcul. Une fois qu'on a besoin de... Puis s'il y a d'autres éléments qui sont à indiquer, je l'indique ici. Ensuite, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est dans la section 4, les fonctions à implémenter. Donc, dans les fonctions à implémenter, on a une série de fonctions. Si on regarde au début, là, il y en a une douzaine. Là. Il y en a ici 18 à faire qui vont tous travailler ensemble pour jouer avec la dernière. Donc, le principe ici, c'est qu'on commence avec des petits blocs Lego, des petites fonctions qui vont faire des petites choses. Puis là, on va être capable de les embriquer les uns dans les autres, puis être capable d'utiliser ces fonctions-là dans d'autres fonctions subséquentes pour être capable de construire un programme complet. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Pour chacune des fonctions, on vous donne la description de la fonction, donc une liste des différents paramètres, le retour. Si il y a quelconque note ou avertissement, je les indique ici. Puis après ça, j'ai des exemples d'appels que vous pourrez tester par vous-même pour vous assurer du bon fonctionnement de la dite fonction. Souvent aussi, j'ai une section qui dit voir aussi. Donc, dans ce cas-là, ça va être un des indices des différentes fonctions à utiliser dans cette fonction-là. Donc, on avait ici le fixe, on se souvient, qui me permettait de trouver le restant sans la division, et ainsi de suite. Donc, on peut tester ça ici. Fait que pour chacune des fonctions, des fois, dans la fonction, on va même utiliser des fonctions qu'on a faites précédemment. Donc, faire attention, c'est voir aussi là, ça vous dit, ben là, on a déjà fait une partie de ce problème-là dans une autre fonction, utilise-la pour te faciliter la tâche. Fait que on continue avec ça, on travaille avec toutes les différentes fonctions, puis à la fin, on va arriver avec un programme principal qui va être capable de trouver le jour de la semaine, puis demander qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'essaie de trouver, et ainsi de suite. À la fin de tout ça, on a aussi un arbre d'appel pour vous dire qui c'est qui utilise quoi. Comme on s'est dit qu'on bâtissait des Legos, là. En fait, on bâtit une pyramide. Fait qu'on a commencé avec la première fonction ici. Cette fonction-là est utilisée par ceux-là ici, ceux-là est utilisé par celle-là, celle-là est utilisé par celle-là, celle-là est utilisé par celle-là, et ainsi de suite. Donc, on voit que la dernière est celle-là qui est au top de la pyramide, qui a besoin de toutes les fonctions en dessous pour être capable de réussir, fonctionner, être complété. Donc, on a cet énoncé-là de travail. Encore une fois, le principe, c'est qu'on est supposé être habile avec des fonctions avant de commencer le travail pratique. Donc, ce que je vous conseille fortement pour aujourd'hui, c'est de vous assurer d'avoir passé au travers de la série d'exercices sur les fonctions de cette semaine avant de commencer à travailler là-dessus. Ici, juste un petit bémol, il y avait quelqu'un qui a dit, est-ce qu'on a des choses qu'on ne sait pas jusqu'à date? Donc, des fois, ça va parler de validation. OK? Puis ici, une petite section sur la validation. C'est effectivement quelque chose qu'on voit mercredi, mais ça ne change pas la fonctionnalité de base. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir rajouter par la suite au besoin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui se passe dans cet énoncé de travail? Évidemment, vous ne l'avez pas lu là, dans la généralité de la chose. Oui. Non. Pour le premier travail pratique, je vous
conseille fortement de travailler conjointement ou de manière parallèle sur le même problème. Parce que vous n'avez pas tant d'expérience, ça va vraiment vous aider d'essayer de comme tout le faire, puis quand vous allez être pogné, vous allez pouvoir vous entraider sur les différentes problématiques rencontrées. Puisque la majorité des fonctions sont... t'en as besoin de manière séquentielle. Hein? Tu peux pas dire, moi je vais commencer à travailler là-dessus, puis toi commence à travailler sur celle-là, parce qu'il y en a besoin de ce que tu es en train de travailler dessus. Donc tu peux pas juste diviser le travail à travers l'équipe. Puis le but d'être en équipe, c'est vraiment d'être capable de collaborer. Le travail pratique, sa grosseur n'est pas faite pour être divisé à travers l'équipe, c'est fait pour être dédoublé dans l'équipe. Oui. Habituellement, il va juste avoir un script principal à la fin. Exact. Super. Donc, ça va mettre fin à notre enregistrement.